Voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas être dans la salle, mais j'ai pris un grand plaisir à écouter Marc Fontcave et je vais essayer de compléter un peu son exposé avec cette analyse du transport aérien dans un monde sous contrainte carbone. Et on va voir quelles sont les recherches à effectuer, quelles perspectives. Alors, d'une part, pour les avions électriques, est-ce qu'on peut faire voler des avions électriques? Et d'autre part, pour l'hydrogène. Et puis, quelles sont les autres solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Donc, d'abord, remercier Marc Fontcave pour m'avoir invité à faire cette conférence. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager cette analyse avec vous et de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors, on va examiner les options qui existent pour décarboner l'aviation. Donc, décrire le rôle de la recherche dans ce domaine de l'aéronautique et de l'espace. La recherche a joué un rôle très important et faut que je vous en parle un peu et que je l'illustre. Ensuite, parler de développement futur, considérer des concepts en rupture, donc les avions électriques et les avions à hydrogène. Et évidemment, il est assez difficile de traiter tout ça dans un laps de temps très court, mais c'est ce que je vais essayer de faire. C'est quand même un survol, et puis comme c'est de l'aéronautique, c'est normal. Alors, je vais quand même utiliser des équations parce que ça permet de mieux comprendre les choses, hein, plutôt que... Donc, il y aura quelques équations, mais elles ne sont pas trop difficiles à manipuler, hein, donc, et beaucoup d'illustrations. Alors, le plan lui-même, c'est de faire une petite perspective historique et puis de parler de la situation actuelle. Quelques notions d'aéronautique, puisqu'il faut quand même que je vous dise quelque chose sur la distance qu'on peut franchir avec un avion, ce qu'on appelle aussi le rayon d'action, ou en anglais the range, hein, donc la distance qu'on parcourt. Quelques éléments de propulsion. Ensuite, parler de l'utilisation de l'énergie à bord. Quelle est, Qu'est-ce qu'on peut faire? Où en est-on à ce niveau? Et finalement, comment est-ce qu'on peut arriver donc à réduire ces émissions de CO2? Le rôle de la recherche en quelques planches. Et puis ensuite, traiter de ces concepts en rupture, c'est-à-dire l'électrification de la propulsion et puis l'hydrogène pour la propulsion. Alors, sur un plan historique, déjà tout à l'heure, Marc Fontcave vous a parlé de 1783. Et 1783, c'est justement l'année où il y a eu le premier vol humain, hein. C'est Jean-François Pilâtre de Rosiers et François Laurent d'Arlande qui s'envolent dans un ballon des frères Montgolfier et qui partent de la Muette et qui atterrissent à la butte aux Cailles. Donc, c'est les premiers hommes à avoir été effectivement dans les airs, hein. C'est vraiment, ce sont des Français. Ensuite, une dizaine de jours après, donc très 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 vite, on fait un progrès considérable puisque c'est Jacques Charles qui était académicien et les frères Robert qui construisent le premier ballon à hydrogène. Oui, le ballon Montgolfière faisait 2200 mètres cubes. Celui de Charles et Robert, grâce à l'hydrogène, ne fait que 380 mètres cubes, donc beaucoup plus petit. Et puis, ça leur permet de voler 44 kilomètres. Donc, ils parcourent en 2 heures et ils atterrissent, je crois, à Sucy-en-Brie en partant des Tuileries. L'hydrogène était fabriqué par une réaction entre le fer, cette fois-ci, et de l'acide sulfurique, hein. Donc, c'était une simple réaction euh, de sulfatation du fer et on obtient de l'hydrogène. Il y a 120 ans, donc là, c'est le premier vol motorisé et contrôlé, les frères Wright. Donc c'est en 1903 et ils parcourent pour ce premier vol 36 mètres. C'était quand même une grande victoire parce que le vol était contrôlé grâce à une technique de gauchissement euh, de la voilure. Grâce à ça, ils arrivent à contrôler leur véhicule et à parcourir pour une première fois de nouveau une distance de 36 mètres.
Et à partir de là, il y a eu énormément de développement. Évidemment, ce que faisaient les frères Wright, il y avait déjà beaucoup d'autres enthousiastes qui travaillaient. Et c'était vrai notamment en France et aux États-Unis. Et d'ailleurs, les frères Wright sont venus présenter leur avion en France en 1905-1906. Et, euh, et puis, cet enthousiasme a conduit Blériot, donc lui, Blériot, a traversé la Manche en 1909 pour la première fois. Donc, c'était un événement considérable. Il gagne le Daily Mail Prize. Il réussit à traverser la Manche parce qu'il bénéficiait des moteurs les plus performants à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire, les plus performants? C'est-à-dire leur puissance était 2 fois supérieure par unité de masse à celle des autres moteurs existants dans le monde. Et grâce à ça, Blériot peut choisir un moteur euh, un peu moins puissant, le moteur en Anzani de 3 cylindres, mais un moteur qui pouvait fonctionner pendant un peu plus d'une demi-heure, la durée du vol entre Calais et Douvres. Donc, on a décrit un peu la relation entre les États-Unis et la France autour de l'aéronautique de cette époque comme une sorte de French Connection. Mais cette fois-ci, c'est pas celle qui est décrite dans le film, dans un film célèbre euh, dans lequel joue Gene Hackman, mais c'était une relation autour de l'aéronautique. Il y avait énormément d'enthousiasme en France dans ce domaine. Et voilà, donc, cette traversée de la Manche par Blériot en 1909, le 25 juillet 1909. Alors depuis, il y a évidemment toute cette histoire de courage, d'enthousiasme, d'imagination et de volonté, et aussi une contribution énorme de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des innovations et de l'industrie. De telle sorte qu'on passe de l'avion de Blériot à 18 kilowatts à cet Airbus A380 dont la puissance est d'environ 100 mégawatts pour chaque moteur. Donc on a euh, une évolution considérable dans la motorisation, dans l'aspect de l'avion lui-même, dans ce qu'il peut transporter, hein. L'avion de Blériot transportait le pilote. L'A380 peut transporter plus de 500 passagers. L'évolution des moteurs est assez extraordinaire aussi, bien sûr. Elle est passée par beaucoup de stades, hein. On a commencé par des avions à hélice et maintenant on est avec des avions à réaction. Alors, le contexte actuel dans ce domaine, donc c'est d'une part des défis industriels et économiques considérables. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser uniquement aux problèmes de société en oubliant le problème de compétitivité économique. C'est un sujet très important, hein, puisque rien ne peut se faire sans avoir une économie saine, c'est-à-dire une économie dans laquelle on exporte pour pouvoir importer, par exemple. On ne peut pas simplement importer tout d'ailleurs. Il faut pouvoir exporter. Et là, c'est une des industries qui exporte. C'est à la fois les moteurs, les équipements, hein, et les avions. On a des champions en Europe dans ce domaine, c'est Airbus. On a un champion en France, mais c'est une multinationale, c'est Safran, hein, qui est quand même une très grande société, qui fait les trains d'atterrissage, qui fait les moteurs d'avion, qui fait des équipements de cabine, les toboggans qui descendent s'il faut sortir de l'avion très vite. Donc, il est important de savoir qu'il y a un contexte qui est celui de la compétitivité. Euh, alors, il y a des nouveaux entrants. Il y a Boeing, bien sûr, Airbus et Boeing, mais ils ne sont pas les seuls. Et la Chine souhaite devenir un acteur majeur dans ce domaine. Et elle a sorti un avion qui ressemble beaucoup d'ailleurs à un A320, c'est le Comac
C919, dont on voit ici une photo. Ce contexte actuel, c'est aussi celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette réduction, elle est importante, c'est un défi majeur. Euh, c'est un défi non seulement pour l'aéronautique, mais aussi pour l'ensemble des activités dans la société, très souvent sous-estimées par le public et par les décideurs. Donc pour l'aéronautique, c'est encore plus difficile parce que on ne peut pas tellement avionner des énergies habituelles, enfin celles qu'on dit renouvelables. Elles sont très difficiles à placer sur un avion. Mettre une éolienne avec son mât en béton sur un avion, ça paraît peu impossible. Et quant à utiliser des panneaux solaires, alors il existe un avion qui s'appelle Solar Impulse, qui a fait le tour de la Terre, mais en une année. Alors il avait une envergure de 72 mètres, un seul passager, le pilote. Ce sont des pilotes particulièrement aguerris. Et donc vous voyez ici environ 600 kilos de batterie, 2300 kilos pour cet avion, et surtout une envergure considérable pour avoir les panneaux solaires. Et les batteries étaient rechargées et puis déchargées hein, suivant les cycles journaliers. La vitesse maximum était de 90 km à l'heure. Alors, une autre difficulté actuelle, c'est le fait que les traînées de condensation des avions peuvent conduire à un forçage radiatif supplémentaire par rapport au CO2. Et donc, si on parle d'un avion à hydrogène, il fera des traînées plus importantes puisqu'il produira de l'eau hein, essentiellement. Il ne produirait que de la vapeur d'eau. Et donc, c'est un problème supplémentaire à traiter, celui des traînées de condensation. Alors, quelle est la situation actuelle dans ce domaine? Donc, l'aviation civile a consommé en 2019 environ 95 milliards de gallons. En général, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est environ 360 milliards de litres, soit 287 millions de tonnes. Bon, c'est 287 à comparer avec environ 14, pardon, 287 millions de tonnes à comparer avec 14 milliards de tonnes équivalent pétrole consommées dans le monde. Donc, c'est 3,1% des émissions totales de CO2. Donc, l'aviation n'est pas responsable d'une grande partie de ces émissions. Malgré tout, il faut les réduire. De toute manière, ça a toujours été un objectif des ingénieurs de réduire la consommation. Je vais d'ailleurs vous montrer tout à l'heure qu'on y est parvenu et je vais montrer un peu comment on est parvenu à améliorer les choses pour arriver à la situation actuelle. Les, les deux, les avions qui produisent principalement ou qui consomment sont les doubles couloirs, ceux qui font des longs courriers, et les monocouloirs qui sont des moyens pour moyens courriers. Le reste, c'est-à-dire l'aviation régionale, c'est très peu. Les avions d'affaires aussi, c'est moins de 1%. Donc ce ne sont pas des catégories qui consomment beaucoup, mais elles attirent souvent l'attention. Alors, là, quelques éléments d'aéronautique. D'abord, c'est la distance qu'on peut franchir avec un avion. Donc il y a une formule qui est due à Breguet, qui est très simple, hein, qui permet de rassembler tous les éléments qui donnent à un avion sa caractéristique principale, c'est-à-dire la distance qu'il va pouvoir couvrir. Et cette formule montre que donc cette distance est égale au produit de L sur D. Alors L sur D, c'est le rapport de la portance sur la traînée. Et on souhaite avoir une portance la plus grande possible et une traînée la plus faible possible. C'est pour ça qu'on donne aux avions des aspects, qu'on leur donne une aérodynamique, hein. Ils sont profilés, ce sont des objets élancés. La voilure leur permet d'avoir cette portance importante et on essaye de minimiser
la traînée, elle existe, hein, c'est la résistance à l'avancement, mais elle est très réduite par rapport à ce qu'elle serait si on avait un objet de forme quelconque. Le deuxième paramètre ici, c'est le logarithme de la masse initiale. Donc, la masse initiale, c'est la masse à vide, avec aussi le combustible, donc le carburant que l'on charge sur l'avion, divisé par la masse finale. Et donc, on peut regarder quand on... Et ça passe par le logarithme, hein, le logarithme d'Empérien. Ce rapport-là, on l'améliore, on peut lui donner des valeurs élevées en ayant une masse à vide la plus faible possible. Donc, il faut construire les avions en matériaux légers. On ne peut pas les construire en béton. Ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de faire voler du béton. Donc, on les construit avec des matériaux comme de l'aluminium, des alliages d'aluminium. On utilise le titane aussi, qui est un matériau très léger, et des matériaux composites en grande quantité. Et le troisième paramètre, c'est la consommation spécifique, c'est-à-dire donc CS, consommation spécifique, c'est le débit de kérosène divisé par la poussée. Et évidemment, on cherche à avoir une poussée donnée avec le débit de kérosène le plus faible possible. Et donc, pour les ingénieurs dans ce domaine, principalement, il s'agit d'améliorer tous ces paramètres. L sur D, l'aérodynamique, c'est la finesse, ce qu'on appelle la finesse. Cette finesse, on essaye de l'améliorer considérablement. Eiffel a beaucoup travaillé d'ailleurs sur cette finesse aérodynamique. C'est même peut-être lui qui l'a définie en premier, Gustave Eiffel. Il faut travailler sur la consommation, réduire la consommation. Depuis toujours, ça a été un objectif des ingénieurs, avoir des avions euh, qui consomment moins ou des véhicules qui consomment moins. Donc la réduction de consommation est très importante. Et puis travailler sur la construction structurale et sur les matériaux. Et c'est ce qui se fait évidemment dans l'industrie, c'est d'améliorer sur tous ces sujets. Alors, un petit élément de propulsion, donc la loi dont on utilise, c'est la loi de Newton. La force est égale à la variation de la quantité de mouvement. Alors, elle est appliquée ici sous la forme suivante. On a un moteur qui reçoit un flux d'air. Donc, le débit masse de l'air, c'est m.0 avec une certaine vitesse. L'avion avance à une certaine vitesse, v0. Et ce moteur éjecte ces gaz à une vitesse plus élevée et il éjecte une quantité légèrement plus grande, hein, puisque il y a le kérosène qu'on a introduit et qui a brûlé. Mais au final, la quantité de kérosène est faible, heureusement, hein. On brûle une très faible quantité de carburant pour obtenir tout ça. Et la poussée est égale au débit masse qui rentre dans le moteur, multiplié par la variation de vitesse. Alors en réalité, on a fait des progrès importants et on a conçu des moteurs, cette fois-ci, qui sont qu'on appelle à double flux. Donc c'est le même principe. On a le moteur, le noyau, hein, qui est chaud, dans lequel on trouve un compresseur, le foyer, donc la chambre de combustion, et la turbine. Donc c'est la partie primaire, le flux primaire. Et autour de ce flux, on a un flux secondaire dans lequel on trouve une soufflante. C'est un ventilateur, hein, de très grande taille, très puissant. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde un moteur de face, hein. Si vous êtes sur un terrain d'aviation, vous voyez le moteur, vous voyez cette belle soufflante. Et, euh, et donc, l'idée, c'est d'utiliser le flux primaire pour faire tourner cette soufflante. Il y a en fait deux arbres. Un premier arbre qui relie le compresseur haute pression et la turbine haute pression, et un deuxième arbre qui relie la turbine basse pression et la soufflante. Et on peut gagner énormément en rendement de propulsion. Et, et donc le moteur, en fait, produit deux flux. Un flux qui est à vitesse pas très élevée, c'est le flux secondaire, mais qui est très efficace. Et puis, il y a le flux primaire qui, lui, est à vitesse plus élevée,
mais qui sert, donc la ce flux sert principalement à faire tourner la soufflante. Et on a maintenant des taux de dilution, donc c'est le rapport entre le débit qui passe dans le flux secondaire sur le débit qui passe dans le flux primaire, qui peut avoisiner, qui est de l'ordre de 10. On montre que on peut améliorer considérablement le rendement de propulsion en augmentant le taux de dilution. Et c'est ce qu'on a fait hein, dans tous ces moteurs, les moteurs qui équipent l'Airbus, par exemple. Ce sont des moteurs à double flux, hein. C'est un progrès qui a été réalisé au cours des années, à partir des années 70. Alors voilà un peu comment se présente un moteur, juste pour que vous voyez la complexité interne de ce moteur. Donc avec la soufflante, le compresseur qui est formé par plusieurs étages, d'abord basse pression, puis haute pression, le foyer qui est tout petit, hein. Alors lui se situe à un endroit où la pression avoisine les 30 bars, donc il est beaucoup plus petit, hein. La veine d'air est beaucoup plus réduite puisqu'on est à haute pression, on est à 30 bars. Et puis ensuite, on a la turbine qui va permettre de faire tourner la soufflante et le compresseur. Alors, ici, on voit la première option. Comment on fait pour réduire les émissions de CO2, donc la consommation? Eh bien, c'est ce qu'on peut dire qui est évolutionnaire. On fait une évolution. On part de moteurs qui sont relativement gourmands en énergie et on essaye de réduire la consommation avec toutes les capacités dont on dispose. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était justement de passer du simple flux, c'est-à-dire des moteurs, c'était les premiers moteurs, hein, la première génération, à des moteurs à double flux et maintenant à des moteurs à double flux à très grand taux de dilution. Donc, on a des valeurs de l'ordre de 10 pour ce taux de dilution. Et ça a permis de gagner un facteur 2 sur la consommation. On a réussi au fil des ans et avec beaucoup d'améliorations. Donc on réussit par ce biais. euh, alors on gagne à la fois sur la consommation et sur le bruit rayonné, hein. Le bruit qui est rayonné par ces moteurs est beaucoup plus réduit parce que les vitesses en sortie de soufflante dans le flux secondaire sont plus faibles et ça fait moins de bruit. Donc on a réussi à la fois à réduire la consommation et à réduire le bruit. Et puis, toutes les autres améliorations qui ont eu lieu, c'est-à-dire l'aérodynamique, les systèmes, euh, les, euh, les structures, les matériaux, ont conduit à une réduction sensible de l'énergie consommée par passager kilomètre transporté. Alors, dans ce domaine, on multiplie les passagers par les kilomètres. Donc, les RPK, c'est les Revenue Passenger Kilometer. C'est-à-dire, on pense, évidemment, on transporte aussi l'équipage, mais comme ils ne payent pas, ils ne comptent pas. Donc, on ne compte que les passagers qui payent leur billet. Et on arrive à des valeurs pour la flotte maintenant de l'ordre de 1,5 mégajoule par passager payant et par kilomètre, hein. Donc ça, c'est euh, l'indice d'utilisation énergétique sur l'avion. Alors tel quel, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si vous transformez ça en litres au 100 km par passager transporté, eh bien, on arrive à environ 4,5 litres. Donc, c'est 4,5 litres au 100 km. L'avion, il est quand même à 900 km à l'heure. Il vole en plus. Et donc, on est à une consommation qui est de l'ordre de celle de ma voiture personnelle. Donc, de 6 litres au 100 km. Lorsque je suis au volant de ma voiture, je consomme plus que si j'étais dans un avion à 900 km à l'heure et à quelques milliers de mètres d'altitude. Donc c'est quand même c'est remarquable, hein. Donc la technologie a été capable de réduire considérablement la consommation des avions grâce à toutes ces évolutions hein, qui sont faites, qui demandent beaucoup d'efforts, hein, et évidemment qu'on continue.
Donc, pour réduire la consommation et le bruit rayonné, tous les moteurs installés actuellement ont des grands taux de dilution et des rapports de pression, de température d'entrée turbine plus importants. Ça demande énormément de technologies de tout type pour avoir des moteurs performants comme ça, qui sont fiables, etc. Enfin, ils ont des caractéristiques absolument remarquables. Je vais vous parler un tout petit peu de recherche, là, pour dire la recherche, évidemment, dans tout ça, elle est importante, hein. Alors, c'est de la recherche, du développement, de la technologie. Alors, la recherche fonctionne avec un certain nombre de moyens. Donc, il y a la théorie. Alors, elle est très importante. La théorie, on ne connaît rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Il y a les simulations. On a fait des progrès considérables en simulation et désormais, on arrive à simuler des écoulements très complexes, hein. On arrive à simuler énormément de choses, à la fois dans le domaine fluide et dans tous les autres domaines, hein, sur les matériaux, sur les structures. Il y a l'expérimentation et dans certains domaines, il faut continuer à faire de l'expérimentation. On ne peut pas se passer de l'expérimentation. Dans celui de la combustion, on fait beaucoup d'expériences qui guident la modélisation, qui guident la simulation, la théorie. Et puis, on utilise les données, hein. Donc là aussi, on fait des expériences, on a des grandes masses de données et on appuie les expériences, les validations sur les données. Et il y a aussi des développements actuels pour utiliser les données dans des choses qui sont hybrides entre les modèles et les données, hein, les data-driven model-based. Donc on exploite ce genre de choses en recherche. Alors, Euh, juste un tout petit mot sur la simulation, ça fait des progrès considérables, hein. On est maintenant capable de simuler des écoulements réactifs, des choses qu'on ne savait pas faire comme ça il y a 50 ans, hein. Donc quand on regarde l'évolution dans ce domaine-là, elle est extraordinaire. On est maintenant, donc on avait des méthodes, les méthodes plus anciennes, c'était des méthodes moyennées. Donc on résout les équations de Navier-Stokes moyennées. Pendant longtemps, c'est ce qui a prévalu, à la fois en recherche et dans l'industrie. Et puis ensuite, on est passé à la simulation directe. D'ailleurs, l'un des grands développeurs de la simulation directe vous parlera la semaine prochaine de sécurité hydrogène, c'est Thierry Poinceau. Donc, on a ici des exemples de calculs en simulation directe. On fait par exemple une flamme enroulée dans un tourbillon ou un allumage dans un écoulement turbulent. Euh, voilà. Et puis, actuellement, donc le gros de l'effort, c'est la simulation des grandes échelles. C'est ce qui est utilisé pour faire, par exemple, de la météo. Alors, pas tout à fait aux mêmes échelles que celles qu'on utilise lorsqu'on traite d'éléments de moteur, hein. Vous avez ici trois exemples. Donc, l'un, c'est un moteur fusée complet avec 42 injecteurs. C'est quelqu'un de notre laboratoire qui fait ça, c'est Thomas Schmidt. Donc, on a des complexités extraordinaires ici, puisqu'on est à 100 bars, au-dessus du point critique de l'oxygène, et on est capable maintenant d'avoir des résultats qui sont évidemment qu'on a validés sur des expériences, hein. Et puis, on peut faire des calculs aussi sur des chambres de combustion complètes, on peut faire des calculs sur des injecteurs élémentaires, comme on les voit ici. Donc, on a maintenant un outil considérable pour la recherche et puis aussi pour les développements. Je vais juste illustrer mon propos avec ces expériences, hein. Donc, vous montrer comment on passe du foyer aéronautique vers un foyer qui est un foyer de laboratoire, donc qui est formé, vous voyez, essentiellement par deux parois en quartz, ce qui permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur. On a 16 injecteurs ici, ils sont tous swirlés, ce qui permet d'ancrer les flammes à l'intérieur de la chambre. Ils sont alimentés soit en prémélange propanaire, ils peuvent l'être aussi en hydrogénaire, hein, si on veut. Et puis sinon, on a maintenant un foyer donc, qui est équipé d'injecteurs dans lequel on peut envoyer
du carburant liquide. C'est plus difficile, hein, c'est plus compliqué de travailler sur des carburants liquides comme de l'heptane, du dodécane. Et on va travailler sur des représentants de ce qui s'appelle les SAF, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, je vous montre juste une première expérience. Il s'agit ici d'un allumage dans ce foyer que l'on va suivre donc, en film rapide. On voit la flamme se développer à partir d'une bougie. Et une fois qu'elle est développée, la combustion va être stabilisée et le foyer va fonctionner. Ce que vous voyez là, c'est une représentation idéalisée, simplifiée de ce qui se passe dans une chambre de combustion de moteur d'avion à l'allumage. Il y a en fait deux bougies, mais ici, on n'en a qu'une. Elles sont diamétralement opposées voilà. Donc la combustion est stabilisée à partir de là et l'ensemble de ce phénomène, donc la chambre fait environ 40 centimètres de diamètre. Donc, il est très intéressant, bien sûr, d'utiliser ce phénomène pour comprendre les problèmes d'allumage, un problème très important, bien sûr. Et, et on peut essayer aussi de le représenter numériquement. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Vous avez d'un côté l'expérience, où on voit le film se dérouler, de l'autre côté les calculs qui sont faits avec la simulation des grandes échelles. Donc, on a vraiment ici, on reproduit remarquablement bien l'écoulement, hein, même les structures de ces flammes. Ce sont des flammes turbulentes. Il y a une rotation de l'écoulement dans ces flammes. Il y a la réaction chimique exothermique. Il y a une complexité considérable et on est capable maintenant de représenter quelque chose comme ça numériquement et d'une façon assez fidèle. Je vais vous montrer une deuxième manip, hein. C'est un des problèmes de la combustion en général, ce sont les instabilités, des phénomènes dynamiques qui apparaissent parce qu'on a une source d'énergie importante. Elle est dans une ambiance confinée, donc on peut avoir une interaction entre les modes acoustiques et la combustion, et ça peut avoir des effets très destructeurs, hein. Donc, réduire la durée de vie de la chambre peut avoir des conséquences même plus graves. Donc, on travaille sur ce domaine et là, je vais vous montrer ce qui arrive justement lorsqu'on a une instabilité azimutale, donc une situation dans laquelle on a un mode acoustique transverse. Et vous voyez, les flammes, au lieu de rester stables, turbulentes comme elles sont d'habitude, elles oscillent. Il y a une ligne nodale qui traverse la chambre, hein, donc. Et puis, à un moment, l'amplitude du champ est tellement importante qu'on a éteint les flammes. Donc, les flammes qui apparaissaient au milieu sont éteintes ici à cause de la présence de ces oscillations de très grande amplitude. On est ici autour de 800 Hertz. Donc, ce que vous voyez là, c'est en fait un phénomène à 800 Hertz. Donc, vous voyez, on a ici. Donc, c'est un sujet important, hein, à la fois pour les turbines à gaz en général, pour celles qui vont brûler de l'hydrogène, il faut faire très attention à ça. Et si on utilise des SAF, hein, donc des carburants, des nouveaux carburants de synthèse, on doit aussi s'intéresser aux problèmes d'instabilité comme celle-là. C'est juste une petite illustration, hein, on parle souvent de la recherche, mais on ne la voit pas en action. Là, c'est deux exemples. Dans ce cas particulier, notre doctorant Kevin Pryor a gagné le premier prix Clean Sky, un prix européen pour sa thèse. Voilà. Alors, quelles sont les autres options maintenant? Donc, la première option, donc, c'est de faire des évolutions. Et donc, les ingénieurs s'y emploient, les scientifiques aussi. On essaye d'améliorer les choses, réduire encore la consommation. La deuxième possibilité, c'est de remplacer le kérosène par des SAF, des carburants d'aviation durables, Sustainable Aviation Fuels. Donc là, euh, comment on les forme? Avec par exemple de la biomasse et de l'hydrogène, peut-être aussi en utilisant du CO2 et de l'hydrogène. On récupère le CO2 dans l'air, on prend de l'hydrogène
on les combine et on refabrique quelque chose qui ressemble au kérosène, mais qui n'est pas du kérosène. Alors, il faut vérifier que c'est compatible avec les moteurs. Il faut examiner aussi le domaine d'opérabilité. Est-ce qu'on peut allumer? Est-ce qu'on va avoir des effets dynamiques importants? Et on travaille, on a un projet ANR dans ce domaine, hein, qui s'appelle Fly Safe, SAFE. Une troisième option, ça consiste à explorer de nouveaux concepts susceptibles de réduire les émissions de carbone des avions. Et là, il y a deux voies possibles, hein. Donc, l'une, c'est la propulsion électrique, faire un peu comme ce qu'on a fait pour les véhicules électriques, les véhicules automobiles. Est-ce qu'on peut le faire pour les avions? Et puis la deuxième voie, c'est de passer à un carburant qui n'est plus un carburant, parce que carburant, ça veut dire qu'il y a du carbone. Il n'y en a pas. C'est de l'hydrogène. Donc c'est un combustible. L'hydrogène est un combustible. Il ne faut pas dire que l'hydrogène est un carburant. Alors, à ce niveau, il faut déjà regarder ce dont on dispose sur un avion typique. Donc l'A320, vous voyez que l'énergie à bord, donc quand on calcule en kilowattheure, hein, c'est pas courant de le faire en kilowattheure. En général, on donne plutôt mais c'est une unité intéressante, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez vu, Marc Fontcave a utilisé continuellement euh, l'unité électrique pour parler de l'ensemble. De temps en temps, des mégajoules, mais ensuite, on était en unité électrique. Donc, on a environ 200 000 kilowattheures en carburant sur un A320. Et donc, ça fait 200 mégawattheures. Et puis, on a, au moment du décollage, hein, c'est là qu'on a besoin de puissance pour arriver en altitude, on a environ 35 mégawatts, hein, 35 000 kilowatts à, à développer. Alors, on va revenir un tout petit peu à la distance franchissable et j'aimerais vous montrer ce qu'il en est lorsqu'on va travailler avec des avions à hydrogène ou avec des avions à batterie. Donc, on avait vu que cette formule, WF, c'est la masse finale, WI, c'est la masse initiale. Euh, la masse initiale, c'est la masse finale plus le combustible qui, lui, va brûler lorsqu'on a un avion qui porte du carburant ou du combustible. L sur D, c'est le rapport de portance à traîner. Et puis CS, c'est la, la consommation spécifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe si la masse de combustible n'est pas très importante par rapport à la masse totale. Cette formule, donc, on remplace le logarithme par, sa- par une approximation, hein, la première approximation, le premier ordre, et, et avec quelques petites étapes très simples, on arrive à une distance franchissable qui est proportionnelle à un rendement. Donc, c'est le rendement, c'est la puissance mécanique à la puissance thermique. Il y a le rapport ETH sur WF, c'est la densité énergétique du combustible, on va le voir. Ensuite, on a le rapport de la quantité de combustible à la quantité, à la masse finale de l'avion. Donc, il faut que cette masse finale soit la plus faible possible pour que la distance parcourue soit la plus importante. Il y a L sur 2 et il y a 1 sur G, G étant 9,81, l'accélération de la pesanteur. Donc au final, voilà une formule très simple dans ce cas particulier qui permet d'estimer cette distance qu'on peut parcourir. Et donc il y a le rendement, état, on va essayer d'avoir un rendement le plus élevé possible. Euh, il y a le contenu énergétique du kérosène ici, hein, ETH, qui est de 42 mégajoules par kilo pour le kérosène, qui est de 120 pour l'hydrogène. Donc, l'hydrogène paraît être très intéressant, hein, puisqu'il est il a 3 fois le contenu énergétique du kérosène. Alors, il faut faire la même chose pour les batteries, mais les batteries, on ne les consomme pas. Elles contiennent de l'électricité, mais leur masse est constante. Alors, il faut refaire un petit raisonnement à la manière de Breguet, donc, qui est fait ici, hein. C'est quelques équations très simples et on arrive à écrire donc
l'expression de cette distance franchissable, cette fois-ci pour des batteries. Et je passe à cette planche pour montrer d'ailleurs c'est très, très voisin. Donc, tout à l'heure, on a montré ce que j'appelle la formule pour un avion actuel, hein, donc qui utilise du kérosène. Et de l'autre côté, vous avez l'avion électrique. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir des améliorations sur l'avion électrique en termes de L sur D? Peut-être un petit peu. Ensuite, vous avez le rendement de la chaîne de traction électrique qui sera plus important, hein. On peut espérer avoir des rendements plus élevés ici que le rendement de la turbine à gaz. Et puis, vous avez surtout la densité d'énergie par unité de masse, hein. Donc, EBT, c'est combien de watts-heure par kilo de batterie d'un côté, et ETH, c'est combien de kilowattheures par kilo. Et vous voyez tout de suite une énorme différence entre ce qu'on peut faire avec des batteries et ce qu'on peut faire avec des carburants comme le kérosène ou l'hydrogène. Et évidemment, l'impact est énorme sur la distance qu'on va pouvoir franchir. Alors, on peut faire une analyse un peu plus fine, c'est-à-dire si on prend des avions de ligne standard ou des avions de ligne électrique avec batterie, euh, la masse totale au décollage, on voudrait la garder à peu près du même ordre. La masse de la charge utile, ce que les Américains appellent payload, ceux qui payent. Donc cette masse, on va la garder constante. Euh, la masse à vide, on va faire à peu près ce qu'on peut faire de mieux, bien sûr. Donc ces parties-là, elles ne bougent pas dans le devis de masse. Donc, ce qui change, c'est que d'un côté, on a une masse de carburant, une masse de réserve. Il faut toujours avoir un peu de kérosène en réserve. Et puis, la masse des moteurs. Et de l'autre côté, on va avoir la masse des batteries de réserve, parce qu'il faut aussi garder de la réserve électrique. Et puis, une motorisation électrique. Et donc, ce qui est bleu ici dans le cadre bleu doit être égal à ce qui est rouge si on veut conserver le reste des performances. Alors, quelle sera finalement la masse totale des batteries? Eh bien, ça sera ce qui est disponible ici, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on avait antérieurement en bleu. Et évidemment, il faut soustraire la masse de l'entraînement électrique. Donc les moteurs électriques ne sont pas si légers parce qu'ils comportent des aimants permanents, c'est des matériaux relativement lourds. Donc il faut réussir à obtenir de la puissance et des puissances importantes par kilogramme. Donc c'est ce paramètre B. Et donc, et puis on sait qu'on a besoin d'une certaine puissance maximum au décollage. Et pour arriver à emmener l'avion à une certaine altitude, on va devoir déployer à peu près cette puissance. Donc on a déjà une idée de la quantité, de la masse de la traction électrique ici. Et donc on peut prendre par exemple l'exemple de cet A320, donc 78 tonnes au décollage, une masse à vide de 35 tonnes, des masses des moteurs de 4,8 tonnes, hein, donc les deux moteurs ça n'est pas énorme, hein. La masse de carburant et de réserve, 16 tonnes. Et puis la masse de carburant plus réserve et plus les moteurs, c'est 20,8 tonnes. Donc c'est ces 20,8 tonnes qu'on peut maintenant répartir entre la batterie et la masse de la motorisation électrique, y compris d'ailleurs, au final, il y a quand même une hélice ou une soufflante. Donc, on peut comparer ici la situation et si on suppose, par exemple, qu'on est capable de de déployer 6 kilowatts par kilogramme euh, pour les machines électriques, on arrive à une masse de batterie de 15,8 tonnes. Et donc, quand on compare cette fois-ci les énergies nécessaire aussi. Alors, l'énergie nécessaire dans le cas des moteurs électriques sera, disons, en gros, deux fois moins importante, hein.
si on arrive à faire des rendements de l'ordre de 0,8 pour l'entraînement électrique. Mais au final, pour arriver, donc, il faut réussir à stocker 96 000 kWh et ça demande donc environ 6,075 kWh par kilo pour les batteries. Et, et ça veut dire, donc quand on regarde ce qui est disponible, alors c'est un peu ancien, hein, c'est un diagramme que j'ai pris d'une publication en 2011, mais ça bouge, mais on est encore très très loin du compte, hein. On devrait avoir 6 000 et on a environ 200, environ 200 Wh par kilo. Et pour la puissance, c'est un peu le même problème. On est à des puissances de l'ordre de 300, 400 watts par kilogramme de batterie et il faudrait arriver à des puissances de 1900. Donc on a des progrès énormes à faire pour qu'on puisse utiliser les batteries et des tractions électriques. Bon, là, j'ai transformé ça pour montrer un peu la situation. Si on veut, par exemple, parcourir 2000 km avec cet avion, et si on a diverses valeurs de la motorisation, on gagne, hein, puisqu'on peut consacrer plus de masse aux batteries, mais malgré tout, il faut encore pouvoir stocker des quantités d'environ 6000 Wh par kilo dans les batteries, et ça, c'est très, très difficile. Ça va être difficile, mais bon, la recherche travaille là-dessus, hein. Nos amis chimistes font énormément d'efforts dans ce domaine. Alors, les avions électriques existent, hein, mais la charge utile, c'est limité à un passager, 45 minutes de vol. Donc voilà, Et donc Airbus fait voler un IFAN avec un moteur électrique. Et on voit ici le stockage à bord avec les batteries, hein, donc dans les batteries à la technologie actuelle, hein. Donc on voit que ces batteries occupent énormément de place dans cet avion. Donc au final, on doit faire des progrès considérables avant de réussir à faire voler des avions avec des batteries, tout au moins des avions de la taille d'un A320. Donc, alors on peut peut-être faire des petits avions avec ce type de motorisation. Il y a des solutions un peu hybrides, il y a des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc je ne peux pas vous raconter tous les éléments de cette équation. Deuxième sujet, alors, c'est les avions à hydrogène. Donc, on a vu des annonces d'Airbus pour des avions à hydrogène comprenant, alors, il y a plusieurs configurations. Quelque chose qu'on appelle Blended Wing Body. C'est des avions dans lesquels on mélange la voilure et le fuselage avec des autonomies de l'ordre de 2000 miles nautiques, 3700 km, 200 passagers. Un avion qui ressemble beaucoup à un Airbus, hein, donc celui-là relativement conventionnel, avec des turbines à gaz brûlant de l'hydrogène, et puis un avion de 100 places, avec peut-être à la place des turbines à gaz des piles à combustible. Quels sont les défis pour l'hydrogène? Il y a de nombreuses questions techniques et scientifiques à traiter pour faire voler des avions à hydrogène. On sait faire, hein, on a déjà fait voler des avions à hydrogène. D'ailleurs, le ballon de Charles et des frères Robert était à hydrogène, hein. Il avait des performances remarquables. Mais bon, il ne s'agit pas ici de faire de l'aérostation. Donc, il faut développer la production d'hydrogène basée sur des sources d'énergie bas carbone pour assurer une réduction effective des émissions. Il faut assurer l'approvisionnement et la manipulation en toute sécurité de l'hydrogène dans les aéroports. Inerter les réservoirs, c'est-à-dire on ne veut pas avoir d'air dans les réservoirs. Développer un processus adéquat de remplissage des réservoirs, éviter l'électrostatique, gérer le stockage de l'hydrogène. Il faut développer des procédés adaptés à la combustion de l'hydrogène. Ça n'est pas la même chose, hein. Bah, évidemment, on a beaucoup travaillé sur cette combustion, mais il a des propriétés particulières, hein. C'est un gars, il brûle très bien, hein. Vous allez voir. Et puis, il faut aussi considérer très, très sérieusement tous les problèmes de sécurité. Et là, Thierry Poinceau vous parlera de ça la semaine prochaine.
la semaine prochaine dans le cadre du séminaire de Marc Fontclave. Alors, l'un des problèmes de l'hydrogène, c'est, vous avez vu, Marc a beaucoup insisté sur l'aspect densité. Le- c'est un gaz à faible densité. On pense l'utiliser sous forme liquide. Donc, euh, il aura environ 70 kilos par mètre cube d'hydrogène. Et là, par exemple, sur ces dessins, on a des réservoirs de 60 mètres cubes avec un contenu d'hydrogène d'environ 420 kilos. Et donc, vous voyez, ils occupent déjà beaucoup de place et ça donne à l'avion un aspect qui n'est pas aussi aérodynamique que tout à l'heure, hein. On avait des concepts, mais quand on passe ensuite à la mise en place de ces réservoirs, et là, vous voyez, la puissance disponible est quand même beaucoup plus faible, hein. C'est 13 mégawattheures, hein. Donc, on est un peu loin de ce qu'on avait sur l'A320. Une des questions d'ailleurs de l'hydrogène, c'est la masse du réservoir lui-même. Dans la technologie actuelle, ce rapport petit r, c'est-à-dire la masse de combustible divisée par la masse combustible plus réservoir, est de 0,18. Et il est 0,78 pour le kérosène, hein. On stocke le kérosène d'une façon remarquable dans les ailes, hein, principalement, dans des réservoirs en matériaux composites. Et pour l'hydrogène, parce qu'on est à température très basse, hein, et faut avoir des réservoirs. On a une technologie bien plus difficile, hein. Et donc, les réservoirs sont 4,5 fois plus lourds que l'hydrogène liquide qu'ils contiennent. Alors là, j'ai fait un petit raisonnement, mais j'ai pas le temps de le développer, mais il est très simple. Et il montre que si on veut obtenir la même puissance, stocker la même quantité d'hydrogène dans les réservoirs, il faut passer à une technologie à la même puissance énergétique, hein. Il faut passer à une technologie qui serait de 0,28, c'est-à-dire faire une amélioration de l'état de l'art, de la conception de ces réservoirs, passer de 0,18 à 0,28. Et parce que sinon, ce qu'on va perdre, c'est que on peut effectivement mettre ces réservoirs à hydrogène liquide avec la technologie actuelle, mais le payload, c'est-à-dire la charge utile, ne sera que de 7 au lieu euh, d'être de 21. C'est-à-dire que le nombre de passagers sera réduit du tiers, quoi, au tiers. Donc il y a énormément de travail à réaliser aussi sur un plan très technique, hein, d'améliorer ces technologies de maintien en température basse de l'hydrogène dans les réservoirs. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz particulier. Il a des limites d'inflammabilité qui sont très larges. Il s'allume très facilement. Donc, c'est un avantage, mais un inconvénient aussi, hein. Et il a une densité d'énergie massique qui est importante. Ça, c'est un point positif. Malheureusement, ça occupe beaucoup de volume. Alors, il y a tout un problème de gestion de la combustion, hein, dans ces moteurs. Faire en sorte que la combustion soit stable et aussi qu'elle produise très peu d'oxyde d'azote. Les flammes d'hydrogène sont plus chaudes que les flammes d'hydrocarbures, mais on peut se débrouiller en travaillant à des valeurs, euh, à des stéchiométries qui réduisent, hein, cette température. Mais il y a énormément de travail à réaliser pour la gestion de la combustion. Il y a aussi la solution de passer à des piles à combustible, donc partir directement sur des avions qui n'auraient pas de turbine à gaz, mais qui travailleraient avec une chaîne totalement électrique, avec une pile à combustible, avec les problèmes de rendement aussi qu'on a vus tout à l'heure, euh, des piles à combustible qui sont moins bons que ceux de l'électrolyse. Voilà, j'en suis arrivé à la conclusion. Excusez-moi, il y avait beaucoup de planches, hein. Donc, d'une part,
j'ai essayé de montrer les limitations de ce qu'on peut faire actuellement avec des batteries, avec un entraînement électrique. Le deuxième sujet, c'est d'introduire l'aspect, ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, hein. Donc, évidemment, c'est un objectif très ambitieux, hein, de faire voler des avions à hydrogène. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts de toutes sortes et évidemment beaucoup d'efforts de changement d'infrastructure, de production, de stockage de l'hydrogène, la manutention dans les aéroports. Voilà, c'est un peu, et puis un ensemble de règles de certification qu'il faudra changer. Voilà, je vais m'arrêter là et voilà.